Brute épaisse, sadique, monstre sanguinaire. Voilà comment la pop culture aime nous dépeindre la maison Harkonnen. Si vous avez vu les récentes adaptations cinématographiques de Dune, l'image que vous en gardez est probablement celle de tyrans blafards, obnubilés par la cruauté gratuite, ne réglant leurs problèmes que par la force brute. Mais l'histoire est écrite par les vainqueurs. Les Atréides ont fini par gagner, et ils ont fait de leurs ennemis l'incarnation absolue du mal. Aujourd'hui, dans cet épisode de Fixioscope, nous allons découvrir qui sont vraiment les Harkonnen. Oubliez les brutes sans cervelle, préparez-vous à rencontrer des génies de l'économie, des politiciens capables de manipuler l'empereur de l'univers connu, et surtout, les victimes d'une tragédie vieille de 10 000 ans. Pour comprendre les Harkonnen, il ne faut pas regarder vers Arrakis ni même vers leur planète, Giedi Prime. Il faut remonter aux origines mêmes de l'humanité, sur la vieille Terre. Le nom Harkonnen trouve ses racines dans une langue de la Terre morte depuis des millénaires, le finnois. Étymologiquement, leur nom dérive de Helkonen, qui signifie littéralement le taureau ou le bœuf. C'est un détail historique fascinant, un présage qui annonce la force brute, l'entêtement et la bestialité qui définiront la maison des milliers d'années plus tard. Incarné notamment par le fameux Glösuraban, surnommé la Bête. Mais avant d'être des monstres, les Harkonnen étaient une famille noble, respectée de l'Ancien Empire. Pour comprendre comment ils sont devenus l'incarnation de la cruauté, il faut avancer jusqu'au fameux djihad butlérien, il y a plus de 10 000 ans, lorsque l'humanité mène une guerre d'extermination totale contre les machines pensantes. Et devinez qui sont les plus grands héros de cette guerre. Les Harkonnen. À cette époque, l'un des grands chefs de l'humanité s'appelait Vorian Atréide. Son bras droit, son frère d'armes et son ami le plus fidèle n'est autre qu'Abulurd Harkonnen. Les deux familles combattent côte à côte pour la survie de l'espèce. Mais tout va basculer lors de la bataille de Khorne, l'affrontement final contre les machines. Pour se protéger de l'assaut humain, les machines utilisent une tactique ignoble. Elles enferment des millions d'êtres humains dans de simples conteneurs en orbite autour de la planète Khorne, formant un bouclier de chair. Le général Vorian Atréide, au nom de la victoire finale, ordonne froidement d'ouvrir le feu et de sacrifier ces millions d'innocents. Mais Abulurd Harkonnen refuse. Il désobéit aux ordres, désactive les armes de ses vaisseaux et tente de sauver les civils. La suite est une profonde injustice historique. Vorian Atréide va faire condamner Abulurd pour mutinerie et lâcheté. Abulurd est exilé. Son nom est traîné dans la boue et banni de la noblesse. C'est là, dans cette trahison et cet exil injuste, que naît la vendetta millénaire entre les deux familles. Les Harkonnen ont été punis précisément parce qu'ils avaient trop d'empathie. Écrasés par un Atréide prêt à toutes les cruautés pour gagner. Ils en tireront une leçon glaciale qu'ils n'oublieront plus jamais. Dans cet univers, la morale est une faiblesse mortelle. Devenus des parias à la suite du djihad butlérien, les Harkonnen se replient sur leur monde natal, Giedi Prime. Et cette planète va devenir le reflet physique cauchemardesque de leur nouvelle philosophie de vie. Puisque l'empathie les a menés à la ruine et au déshonneur, ils vont ériger une civilisation uniquement basée sur l'efficacité absolue, la survie et le profit, quel qu'en soit le prix. Giedi Prime n'est pas qu'une simple planète. C'est un enfer industriel à l'échelle planétaire. La maison Harkonnen a purement et simplement assassiné son propre écosystème. La nature y a été éradiquée, remplacée par des océans de béton, d'acier et de plastique. Le ciel est si saturé de pollution atmosphérique que la lumière du soleil ne parvient presque plus à percer, plongeant la planète dans une pénombre toxique perpétuelle. L'architecture elle-même n'est pas pensée pour être belle. Elle est conçue comme une arme psychologique pour écraser l'individu. Tout y est brutal, utilitaire, et pensé pour maximiser la production tout en rappelant à la population sa propre insignifiance. C'est dans ce cauchemar écologique absolu, isolés dans les ténèbres de leurs usines, que les Harkonnen vont se forger une nouvelle identité,
La planète entière est devenue une immense machine, et ses habitants ne sont plus que des rouages que l'on remplace lorsqu'ils se brisent. L'absence totale de lumière sur Giedi Prime explique en grande partie leur peau blafarde. Mais il faut d'ailleurs tordre le cou à un mythe tenace. Dans l'œuvre originale de Frank Herbert, les Harkonnen ne sont ni chauves, ni imberbes. Ils sont au contraire souvent décrits avec des cheveux roux et une carrure naturellement imposante. Le cas du baron Vladimir Harkonnen est le plus tragique et le plus révélateur. Son obésité morbide, qui l'oblige à se déplacer à l'aide de suspenseurs antigravité, n'est pas qu'une simple question de gloutonnerie. C'est en réalité une grave maladie dégénérative. Elle lui a été transmise intentionnellement par une révérende mère du Bene Gesserit, Gaius Helen Moyam, en guise de punition et de vengeance. Son corps est une prison de chair, un rappel constant de la cruauté de ses ennemis. Cette brutalité physique se retrouve jusque dans leur technologie. Chez eux, l'esthétique n'existe pas. Tout est lourd, létal, strictement utilitaire. Et c'est ce pragmatisme absolu qui fait leur force militaire. Un exemple frappant de leur génie tactique survient lors de l'attaque surprise sur Arrakis. Sachant que les boucliers de protection modernes attirent les vers des sables et sont donc suicidaires dans le désert, les Harkonnen ont eu l'idée brillante de ressortir des armes considérées comme archaïques, de la vieille artillerie à obus. Ils ont pilonné les troupes atréides cachées dans les grottes avec des explosifs traditionnels. C'est inélégant, grossier, mais d'une efficacité redoutable. Mais leur arsenal le plus dévastateur n'est pas matériel, il est mental. Dans l'univers de Dune, les ordinateurs sont interdits. Les grandes maisons utilisent donc des mantas, des humains entraînés pour devenir de véritables ordinateurs vivants. Sauf que les Harkonnen ont franchi un tabou moral majeur. Ils achètent à prix d'or des mantas dits tordus, formés par les mystérieux généticiens du Bene Tleilax. Contrairement à un manta classique qui calcule de manière froide et logique pour le bien de sa maison, un manta tordu, comme Peter de Vries, est un psychopathe sadique. Le baron a très bien compris qu'un esprit brillant doté d'une cruauté créative est l'arme suprême. D'ailleurs, ce n'est pas le baron, mais bien Peter de Vries, qui a conçu de A à Z le plan machiavélique impliquant la trahison du docteur Yue pour faire chuter les Atréides. Et cette ingénierie de la cruauté, théorisée par leurs mantas et appliquée par leurs armées, n'est que la face visible du cauchemar, car le véritable chef-d'œuvre machiavélique des Harkonnen s'exerce d'abord sur leur propre peuple. Pour contrôler une population soumise à un tel niveau de pollution et d'esclavage, la terreur pure ne suffit pas. Les Harkonnen ont perfectionné la stratégie antique du pain et des jeux. Leurs combats de gladiateurs ne sont pas qu'un simple divertissement morbide. C'est un outil de propagande politique redoutable. Les combats spectaculaires de l'héritier Feyd-Rautha dans l'arène sont d'ailleurs secrètement truqués. Les esclaves sont subtilement drogués, affaiblis, ou dotés d'armes piégées. Le but n'est pas le sport, mais la mise en scène. Il s'agit de créer un culte de la personnalité quasi religieux autour de la famille dirigeante, et d'humilier publiquement leurs ennemis en utilisant des prisonniers de guerre dont la mémoire ou le corps ont été altérés. Cette manipulation des masses trouve son apogée dans le plan de succession de Baron Vladimir. C'est ici que l'on comprend toute l'étendue de son génie politique. Le baron n'a pas un, mais deux neveux qui l'utilisent comme de simples pièces sur son échiquier intergalactique. Son chef-d'œuvre de manipulation concerne Arrakis. Il y place d'abord son neveu, Glosuraban, surnommé la Bête, un tortionnaire stupide et brutal. Avec un seul ordre, pressurer la population au maximum et instaurer une terreur absolue. Le plan du baron est d'une froideur mathématique. En laissant Raban attirer sur lui toute la haine du peuple d'Arrakis, il prépare le terrain pour son autre neveu. Lorsque le moment sera venu, le baron remplacera la Bête par Feyd-Rautha. La population d'Arrakis l'accueillera alors comme un sauveur providentiel, garantissant aux Harkonnen une loyauté totale et une paix sociale parfaite, sans jamais avoir à changer de famille dirigeante. Sous ses airs de brute épaisse, le baron est un prédateur social et un génie de l'économie. Pendant des décennies, il a organisé un détournement massif de l'épice, la stockant illégalement pour manipuler les cours du marché. Sa fortune est devenue si colossale
qu'il était capable de s'acheter le silence, et même la complicité, de la toute-puissante guilde spatiale. Il ne voulait pas détruire le système de l'Imperium, il voulait l'acheter. Finalement, qui sont vraiment les Harkonnen? Ils sont le miroir des Atréides. Là où le duc Leto Atréide dirige par loyauté et l'amour de ses hommes, le baron Harkonnen dirige par la terreur, le pragmatisme et le profit. Mais tous deux partagent la même ambition, la même intelligence politique et le même cynisme quand la survie de leur maison l'exige. Les Harkonnen sont le rappel terrifiant de ce que l'humanité est prête à devenir lorsqu'elle décide que la morale est un fardeau. Et que seule la victoire compte.